Qu'est-ce qu'un provider Terraform? La question elle est, assez légitime puisqu'on parle de Terraform, mais le terme de provider n'est pas forcément compris ou maîtrisé de tous. Le provider, c'est ce qui fait le lien entre Terraform, et les API que l'on souhaite requêter. Donc que ce soit les API d'un cloud, que ce soit les API d'un SaaS, malgré certaines choses, ça peut être le file system aussi, de l'ordinateur. C'est un peu souvent ce qu'on fait, pour tester Terraform. Soit on fait le provider local qui permet d'interagir avec le file system. Voilà. Mais là, l'idée, c'est de créer un provider, donc c'est un code qui est entre le code Terraform et l'API que l'on souhaite provisionner. Hop. Pareil, toujours quelques petits rappels, hein, sur le life cycle de Terraform. On écrit d'abord des configurations, on fait un plan, ce qui nous permet de voir ce qui va être créé, supprimé, update, replaced, et derrière on va appliquer. Donc c'est au moment où vraiment on applique que les ressources sont créées dans l'infrastructure, dans le cloud provider ou dans le SaaS. Pour info, il y a plus de 1000 providers Terraform. Ça, c'est une slide, je ne sais pas si elle est à jour de Terraform, de HashiCorp. Mais voilà, il y a énormément de providers et il y en a 1000 plus celui dont on va parler aujourd'hui, que j'ai créé. Et juste une dernière notion, et après on peut rentrer dans le vif du sujet, mais c'est des notions importantes pour le suite du talk. Il existe deux types dans Terraform de ressources que l'on peut créer. Il y a les ressources. Donc vraiment, les ressources, c'est vraiment quand on souhaite créer quelque chose dans du cloud, qu'on essaye de provisionner. Ça peut être par exemple à gauche, voilà, on crée un projet GCP, il y a une vraiment création de quelque chose, ou suppression, modification de quelque chose. Et il y a une notion de data, c'est plus récupérer une information afin de l'utiliser plus tard dans le code Terraform. Par exemple, récupérer un project number parce que derrière j'ai besoin de rajouter une information, ou j'ai besoin de faire une opération appliquée uniquement à ce project number. Donc ça permet de récupérer la donnée, plutôt faire du read, pour l'utiliser plus tard dans le Terraform, pour autre chose, pour créer une ressource, pour mettre une output comme c'est présenté ici. Voilà, donc il y a vraiment, c'est les deux grands types qu'il y a dans Terraform, les ressources et les data. Il y en a des nouvelles depuis peu, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Du coup, on peut commencer. On va pouvoir commencer maintenant que vous avez les notions de base de Terraform. Donc, c'est vraiment très rapide, parce que c'est vraiment pas l'objectif de ce talk de parler de Terraform, mais vraiment de parler du provider en lui-même. Comment on est arrivé à devoir créer un provider? Déjà, il faut savoir, voilà, le provider a été créé un peu dans le cadre du travail qu'on fait chez Servier. Euh, on a une énorme base de données, enfin une énorme code base Terraform. Le chiffre 95%, il n'est pas calculé, c'est un peu une estimation à la houche, mais on fait quasiment tout au travers de Terraform dans GCP chez Servier. Donc on a vraiment une grosse code base. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce talk qui travaillent sur cette code base et qui pourraient confirmer ce chiffre, mais je pense qu'on n'en est vraiment pas loin. Et récemment, il y a quelques mois, on va dire, Servier a fait l'acquisition d'un outil de DQM, de Data Quality. Et donc c'est un outil SaaS qui permet de monitorer la donnée. Et en fait, cet outil-là, il est très bien. Il nécessite une chose, c'est on doit enregistrer dans cet outil les datasets BigQuery. Et c'est une opération qui peut se faire très bien depuis l'interface. Voilà, on se connecte à l'interface de l'outil, on dit, voilà, dans cet outil-là, je voudrais rajouter ce dataset BigQuery afin de pouvoir ensuite mettre des règles de qualité sur les données qui sont au sein de ce dataset-là. Sauf que nous, on a vraiment beaucoup de datasets. On en a vraiment, vraiment beaucoup. On en a des milliers. Ça aurait été possible de le faire à la main, mais ouais, on serait peut-être encore en train de les mettre dedans. Donc, du coup, ce qu'on a fait, on a échangé avec cette entreprise-là afin de voir s'il y avait des API. Déjà, dans un premier temps, heureusement, ce produit avait des API, donc, ce qui nous permettait de faire des appels API pour enregistrer les datasets dans l'outil. Et en fait, la step d'après, c'est aussi s'il y a des API, du coup, il y a du Terraform possible. Parce que c'est ce que je disais au début, un provider Terraform, c'est un lien entre Terraform et une API. J'ai une API d'un côté, j'ai Terraform de l'autre. Let's go, je fais un provider au milieu. Euh, du coup, c'est comme ça que l'idée de créer le provider Terraform elle est née.
Et en fait, nous, ça nous permet d'avoir un process qui est extrêmement smooth où, bah, comme les datasets BigQuery sont créés par un module Terraform, bah, suffira juste de surcharger ce module Terraform-là pour y créer le module et juste après, bien l'enregistrer dans l'outil de Data Quality. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à la création de ce provider-là. Donc, ce qui veut dire une chose importante pour la suite du talk, c'est le provider a été développé pour un outil que nous ne développions pas nous. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais globalement, l'idée, c'est on a développé le provider sans avoir connaissance complète de l'outil sur lequel on voulait interagir, puisque c'est une autre société qui le développe. On a certes de très bonnes relations avec elle, mais on n'est pas les développeurs. Donc en fait, on a une API avec un contrat d'interface OpenAPI fourni gracieusement par cette entreprise-là, et c'est tout. Et après, c'est à nous de nous débrouiller pour développer. Donc il y a eu une grosse phase de rétro-ingénierie, si j'ose dire, mais c'est même pas réellement ça, mais de compréhension des endpoints, de compréhension des arguments qu'on devait mettre, la typologie des arguments, etc., afin de développer ce provider Terraform. Donc c'est un contexte un peu particulier, où d'habitude, les providers Terraform sont développés par les entreprises qui elles-mêmes développent le SaaS ou le cloud. Voilà, c'est pour un peu pour situer la chose. Bien évidemment, quand on se lance dans un projet de développer un provider Terraform, on commence par lire la doc. Et c'est assez mitigé sur la doc, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un tutoriel step by step de création d'un provider Terraform. Le tutoriel, il est vraiment pas incroyable sur plein d'aspects derrière, mais il a lieu, il existe, il est assez clair. Là, on avance étape par étape. Voilà, c'est plutôt bien fait, plutôt intuitif, mais les explications au sein de cette doc-là sont assez lourdes. Alors, dans la suite de la présentation, je vais utiliser principalement ce qui est fait au sein de ce tutoriel-là. Ce n'est pas pour cacher ce qu'on a fait dans l'autre côté, parce qu'on l'abordera un peu plus tard, mais ce qui est fait dans le tutoriel step by step fourni par HashiCorp et par Terraform, il a l'avantage d'être assez simpliste, représentatif de la majorité des use cases qu'on a besoin. Et en fait, bah, tant mieux, ça confirme que ce tutoriel, il est bien fait et bien construit, il répond à un vrai besoin. On va utiliser celui-là, ce tutoriel, la suite de la présentation, et lorsque ce sera nécessaire, je vous montrerai les choses un peu particulières qui ont été un peu les cas de la vie réelle, si j'ose dire, lorsque l'on quitte un peu le tutoriel. Le provider est en Go, et le Go, ce n'est pas du tout un langage que je connais. Alors, voilà. Je me suis lancé dans l'aventure de créer un provider Go, n'ayant jamais écrit une seule ligne de Go avant. Donc, certaines choses que je pourrais dire, peut-être qu'un développeur expérimenté en Go aurait pu trouver des alternatives, pourrait trouver des solutions différentes ou des approches différentes. Tant mieux. N'hésitez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi après, m'en parler, parce que vraiment, j'ai fait au mieux, et plutôt une connaissance Python et d'autres langages, mais Go ne faisait pas partie de cette liste-là. Donc voilà, ça a été une expérience aussi en soi, derrière d'apprendre Go. Et heureusement, ChatGPT existe maintenant, et il permet de répondre à certaines questions qui sont probablement stupides pour un développeur Go légèrement avancé. Quand on commence le développement d'un provider, en fait, une chose qui est assez bien faite, c'est que Terraform donne un template pour développer ce provider-là. Donc, c'est un repo que l'on clone. Il contient toutes les file structures nécessaires, donc tous les folders avec les fichiers dont on a besoin. Il contient les GitHub Actions. Ça, c'est vraiment super cool, parce que vraiment, il n'y a rien à toucher dans les GitHub Actions. On en parlera un petit peu plus vers la fin du talk, parce que ce serait plus utile lorsqu'on voudra publier le provider dans Terraform Cloud, dans Terraform Registry, pardon. Voilà, mais c'est fourni, c'est plutôt bien fait, plutôt bien expliqué. Il y a toutes les dépendances qu'on a besoin. Globalement, ça se passe très bien. C'est super cool d'avoir ça. Après, une chose aussi un peu particulière, voilà, il faut forcément setup son environnement local de développement. Et là, en fait, on tombe dans un cas un peu particulier où d'habitude, quand on écrit du code Terraform, on fait appel à des providers, et ces providers-là sont host directement dans Terraform Registry.
Là, ce que l'on va devoir faire, et c'est l'intérêt de cette partie-là, c'est dire à Terraform, là, je vais utiliser un provider et ce provider-là ne va pas le chercher sur Terraform Registry, utilise un fichier en local, un code en local. Donc ça se fait assez simplement, c'est un petit Terraform RC qu'il faut mettre dans son Home Directory. On lui donne le nom du provider que l'on va développer. Alors, par exemple, ici, c'est hashicorp.com/edu/hashicups. On peut mettre le nom qu'on veut, ce sera le nom qu'on pourra utiliser plus tard, lorsque l'on voudra publier réellement ce provider dans le registry. On pourra utiliser le même nom, mais on peut utiliser un nom complètement fictif et on lui donnera le pass vers le Gobin. Voilà, comme je disais, le provider Terraform, c'est du code Go. Donc, en fait, on va installer, littéralement, c'est un install Go qu'on fait en local du provider. Et en fait, juste avec ces petites étapes-là, ensuite, on pourra lancer du code Terraform en local utilisant le provider qu'on est en train de développer. Ensuite, voilà, hein, tout simplement, ça, après, c'est vraiment, on l'utilise exactement de la même manière. On définit le provider dans le code Terraform, en requires provider et en définition de provider. Il faut chaque fois faire un go install dans le repo, enfin, dans le folder ou l'endroit où l'on écrit le provider pour installer le provider en local. Puis après, on peut tout à fait l'utiliser dans un Terraform plan, enfin, dans un Terraform, fichier Terraform classique, .tf, n'importe où de son ordi. Il n'y a pas besoin que ce soit au même endroit. Il n'y a pas besoin que. Enfin, c'est le set de l'override, il est global, donc on peut l'utiliser n'importe où. Et donc, tu vois, une fois qu'on a fait le setup, tout marche bien. Alors forcément, la première fois, il nous dit qu'il y a des choses qui n'existent pas, mais c'est tout à fait normal. On veut juste s'assurer que, au moins le plan démarre. Juste une petite parenthèse pour ceux qui sont vraiment très avancés dans Terraform et qui ont une bonne connaissance, je vais essayer d'être rapide. La définition de la manière dont le provider est défini en faisant un override dans le local a un comportement qui est, à mon sens, pas très pratique pour certains use cases. L'override ne marche que lorsque l'on fait un plan et un apply, bien évidemment, mais ne marche pas, par exemple, lorsqu'on fait un Terraform init. Ça a un peu posé quelques problèmes si on veut tester notre provider avec des modules ou avec une codebase un peu plus fournie qui nécessite de faire un Terraform init au début. En fait, ça ne marche pas parce que l'init, il ignore complètement l'override. Donc on ne peut pas réellement utiliser ça. Alors, ça se comprend, puisqu'en fait, quand il essaye de faire l'init, il essaye d'utiliser le terraform.lock, mais sauf qu'il n'y a pas de lock, puisque il n'y a pas de chat du sub-provider, puisqu'il est en local, donc il ne peut pas en calculer un. Enfin, peut-être qu'il pourrait, mais dans le cas, il ne le fait pas. Donc, ça pose quelques problèmes. Ça veut dire que tous les fichiers de test, lorsque j'ai voulu tester le provider, j'ai dû faire des fichiers extrêmement basiques. Vraiment, du simple fichier main.tf avec le provider et les définitions dedans. J'ai pas pu aller tester certaines fonctionnalités avancées derrière, si je voulais tester ce même provider sur une codebase un peu plus réaliste, on va dire. Voilà. Petite parenthèse fermée, c'est pour ceux qui connaissent bien Terraform et qui voient de quoi je parle. Ensuite, voilà, quand on déroule le tutoriel, il faut changer certaines choses, et puis on arrive à ce moment-là où ça a été le gros doute dans ma tête de savoir est-ce que c'était vraiment une bonne idée de développer un provider Terraform en Go. Est-ce que j'avais vraiment la motivation de le faire? C'est lorsqu'on arrive à ce moment-là où on nous dit voilà, il faut créer un fichier provider.go, il faut update un peu les imports, et il faut update cette ligne d'import-là. Et en fait, quand on lit cette ligne-là, on se rend compte qu'il va chercher un client Go pour HICUPS. HICUPS, hein, comme je vous disais, c'est l'exemple utilisé lors du step-by-step. Et là, ça a été un peu la panique dans mon cerveau, parce qu'il fallait que je développe un client Go d'une API qu'en plus je ne connaissais pas spécialement derrière. Et en vrai, j'avais pas envie d'apprendre ça. Comme je vous disais, je ne connais pas Go. Il fallait que j'apprenne à développer un client pour ensuite pouvoir faire le Terraform Provider. Je me suis dit, je pars sur un chantier de plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Ça va être complexe. Et je me suis rappelé d'un article de Criteo qui parle de génération de SDK à partir d'un contrat OpenAPI. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai été chercher s'il existait un outil. Oui, il existe un outil qui permet de générer un client Go directement depuis un contrat d'interface OpenAPI. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Dans mon cas présent, en plus, ça a marché du premier coup. J'ai rien eu à toucher. J'ai lancé la commande Go. J'ai mis mon contrat YAML en entrée. Il m'a sorti un fichier .go généré derrière avec
tous les endpoints, tous les structures, tout ce qu'il fallait pour que j'utilise. Il y avait même l'authentification qui était gérée. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai gagné un temps fou. Ça m'a conforté que c'était possible de développer le provider Terraform, malgré les quelques compétences qui auraient pu me manquer, euh, et en pouvant le faire dans des délais tout à fait raisonnables. Je ne sais pas si ça répondra tout le temps aux besoins et pour toutes les API de tout le monde. En tout cas, dans mon cas présent, j'étais content et ça a répondu parfaitement à ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin. Et ensuite, ben voilà, une fois qu'on a le client Go, on peut avancer un peu, il faut définir le provider. Donc en fait, dans Terraform, on fait souvent quelque chose, c'est on va souvent définir un schéma. Vous allez le voir tout au long du talk. Chaque fois qu'on veut créer quelque chose, on va devoir définir un schéma. Là, en fait, le premier schéma qu'on définit, c'est le schéma du bloc provider. Voilà. Donc le bloc que vous voyez à droite, c'est-à-dire chaque fois qu'on va devoir appeler le provider, on peut lui passer des attributs, par exemple un username, password et un host. On, on code, voilà, on définit les attributs. Alors moi, ça tombe bien, c'était à peu près les mêmes, hein, puisque j'appelle une API. Donc, bah, comme beaucoup de gens, hein, quand j'appelle une API, j'ai besoin d'une URL. Là, je n'ai même pas besoin d'un username password, parce que l'API s'appelle avec un token. Donc, j'avais juste besoin du host et d'un token. Donc, c'était plus simple, encore que le schéma de l'exemple. Mais c'est super pratique. L'arrière, on définit le schéma de à quoi va ressembler le provider lorsqu'on voudra l'instancier. Et ensuite, c'est là qu'on commence à se rendre compte d'une petite problématique, et on en verra, vous verrez tout au long de la présentation que c'est peut-être ce qui était vraiment le plus fastidieux lors du développement d'un provider. C'est OK, on définit un schéma, ce qui va définir un peu les inputs nécessaires dans le Terraform pour appeler le provider. Et derrière, je suis obligé, en plus de ça, de définir une structure en plus derrière, puisque bah, lui, tout le code que l'on va écrire en Go derrière du provider, il va utiliser cette structure pour récupérer bah, le host, le token, ou le username, le password, etc. Et cette structure-là, je ne sais pas si vous êtes familier en Go, mais voilà, moi, je ne l'étais pas forcément, mais voilà, je partageais un peu. Donc, la structure, on définit voilà, host, username, password. Donc, ce sera un objet structuré avec ces trois attributs. On lui définit le type. Et si vous faites du Go, vous direz c'est quoi types.string. Bah, Terraform vient avec ces types à lui, qui sont quasiment pas documentés, comme souvent. Donc voilà, là on va dire, voilà, ces trois champs-là sont des types string. On peut utiliser le type string natif de Go, ça fonctionne, mais il y a des cas où on est obligé, et il y a des cas où Terraform carrément ne voudra pas compiler, enfin le code Go ne voudra pas compiler, et il dira non, non, je ne peux pas accepter cet attribut-là, il me faut tel attribut. Donc, bon, il y a un mix des deux possible. Et après, la dernière colonne qu'on voit ici, c'est en fait, on va lui dire, bah, la valeur host, tu viendras la récupérer du champ host défini dans le schéma. La valeur username, tu viendras la récupérer du champ username du schéma, et pareil pour password. Donc, en fait, chaque fois, on va définir un schéma, et après, on va définir une structure dans laquelle on va mapper les deux, en disant, bah, voilà, ce champ-là dans la structure provient de ce champ-là dans le schéma. Et on va faire ça à chaque fois. Là, vous vous dites ça va à peu près, il y a trois champs, on s'en sort. On va voir plus tard que le trois champs, il peut vite devenir complexe. Donc en fait, après, on va définir le provider directement. Donc, globalement, on fait ça. Il y a un petit code un peu en plus à développer qui permet de faire des tests de connexion, etc. Je ne le détaille pas là maintenant. Sachez que définir un client, le provider client, c'est pas l'étape la plus difficile en soi. Une fois qu'on a le client Go, bien évidemment. Et c'est une partie du code que l'on touche très peu. Et même pour avoir parcouru d'autres repos Terraform, d'autres providers, le code du client, enfin, du provider client est souvent identique. Bon, il n'y a pas trop de spécificité à avoir. En plus, là, moi, j'étais vraiment sur un cas très simple. Host, token, fini. Voilà, très simple. Je n'avais pas du OAuth ou quoi que ce soit à gérer. Ensuite, dans le tutoriel, on commence par une data source. Alors, j'avoue, la première fois, je me suis dit, une data source, c'est peut-être pas mieux, parce que moi, ce que je voulais, je vous rappelle à la base, c'est créer des data sources dans mon outil enregistrer mes datasets dans mon outil de data quality. Et une data source, comme je vous disais aussi au début, une data, c'est plus pour récupérer une information plutôt que de créer. Alors, je me dis, super, moi, je veux créer un truc, et le tutoriel me dit, bah, d'abord, tu vas apprendre à lire ce qu'il y a dans l'instance. Je voulais le skip. Et puis je me suis dit, si c'est là, c'est pas forcément pour rien. Et en fait,
Oui, c'est pas là pour rien parce qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de développer une data source. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait que read, ça fait que lire une information d'une API. Donc, bah, forcément, il n'y a qu'une seule méthode entre guillemets à implémenter, c'est une lecture. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Quand on définit une data source, il y a un minimum de fonctions à donner lors de la data source. Je vous ai mis les quelques exemples, je vous ai mis un peu à quoi ressemblait une data source vierge, entre guillemets. Il faut une métadata. Une métadata, c'est globalement une fonction métadata qui permet globalement d'avoir le nom. C'est ce qu'on le retrouvera lorsque l'on crée les ressources dans Terraform après le mot-clé ressource ou après le mot-clé data. C'est ce qui est entre double quote là. C'est ça en fait. Et c'est à cet endroit-là qu'on définit, c'est la fonction métadata. On va redéfinir un schéma, encore une fois. Donc cette fois-ci, pareil, la méthode, hein. La même chose, un schéma, ça sera toute l'interface que l'on écrira dans le Terraform. Et il y a une fonction read. Voilà, tout simplement. Ce sont les trois fonctions nécessaires de base, plus quelques fonctions, mais que l'on ne touche quasiment pas. Ce sont des fonctions qui sont par défaut. Je pense que c'est peut-être nécessaire de les toucher dans certains cas. J'ai vraiment pas eu l'occasion de les toucher. Il y a une quatrième fonction qui n'est pas obligatoire, mais qui est très très utile. C'est une fonction qui s'appelle configure. Euh, Elle permet de faire des étapes en amont de l'exécution des autres fonctions, et dont une des fonctions qui est l'utilisation la plus courante et celle qu'on va croiser dans la doc par défaut avec configure, c'est l'instanciation du client Go qui parle avec l'API. Voilà, c'est récupère le client qu'on a instancié plus tôt, parce que derrière, je vais en avoir besoin pour faire mes appels de read de la data source. Globalement, ça sert à ça. Et voilà, comme je vous disais, on doit définir un schéma. Et là, on commence à rentrer dans le dur, où les schémas, il n'y a plus 3 arguments, il y en a plusieurs. Il y a parfois des nested, donc on va devoir définir des listes nested ou des dictionnaires derrière, et on va en même temps devoir définir une structure, et pareil, si on a une liste de structures, voilà, on va devoir définir des objets des structures en amont, etc. Et là, ça commence à être là, ça commence vraiment à être fastidieux. En plus, petite chose que l'on ne voit pas forcément sur le screenshot ou quoi que ce soit, mais toutes ces parties que l'on voit, schéma.string attribut, schéma.list nested attribut, etc., sont des objets, enfin, sont des fonctions qui sont propres à Terraform et qui sont quasiment pas documentées. Il y en a, et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de documentation, ça serait méchant pour les développeurs. Il y en a, mais la documentation, elle est clairement pas claire. Clairement pas claire, ça fait beaucoup. Mais elle a surtout très peu d'exemples. Et vous allez voir, c'est un peu un problème permanent que j'ai eu tout au long du développement du provider Terraform. C'est la documentation existe, mais parfois difficile, manque cruellement d'exemples et n'est pas souvent très clair de ce qu'on veut faire. Donc, voilà. Donc là, on s'est débrouillé je me suis débrouillé comme j'ai pu pour le faire. Même là, c'est celui qui est fourni dans le tutoriel. La première data source que j'ai dû implémenter dans l'API, j'ai pris la data source la plus simple que j'avais besoin. Et le schéma de sortie est relativement simple. Donc j'ai vraiment pu quasiment utiliser les mêmes fonctions que sur le step by step. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a créé le schéma et la structure, et ben, on va pouvoir commencer un peu à coder, dont la fonction qui nous intéresse le plus pour une data source, c'est la fonction read. Donc en fait, dans la fonction, on va écrire vraiment du code Go très peut-être classique, je vais dire. On va réappeler le client, on va appeler le call API, voilà, qui va nous retourner le résultat. Et ensuite, on va mapper le résultat en objet Go. Et ça, c'est ce qu'on voit, le gros bloc au milieu. Donc en fait, on va récupérer le modèle la structure qu'on a définie antérieurement, et on va mapper champ par champ ce que l'on récupère de l'API. Et je dis champ par champ, c'est-à-dire que là, on a 6-7 attributs qu'on récupère du call API. Si votre API, elle vous retourne 25 attributs, il va falloir écrire 25 lignes de code. Vous allez devoir mapper attribut par attribut. En plus, vous avez des problèmes de type. Comme je vous disais, Terraform utilise son propre typage. Mais si vous utilisez un client Go, comme moi j'ai fait, qui génère en plus automatiquement, lui, il va nous retourner des objets avec le type natif Go. Et en fait, tant mieux, normal. Sauf qu'en fait, il faut convertir les types Go natifs, donc le Go string classique, en type string Terraform.
Voilà, donc ça rajoute en plus de la complexité à chaque fois et il faut mapper. S'il y a des boucles, il faut les implémenter. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on se retrouve avec l'objet qui est bien construit et après on peut le sauvegarder dans le state. Pas trop parler du state Terraform, voilà, s'il y a des gens qui sont pas très familiers avec Terraform, vous voyez ça comme un gros fichier qui contient, l'état de l'infrastructure qui a été provisionnée par Terraform. Un énorme fichier, qui contient toutes les ressources que l'on a créées, toutes les datas avec les valeurs associées. Et comme là, on vient de read, bah, il vient de récupérer une valeur et on vient de sauvegarder ces valeurs-là dans le fichier state. Pour faire très simple. Donc effectivement, je comprends pourquoi le step by step de Terraform pour créer un provider commence par une data source parce qu'il n'y a qu'une seule fonction à implémenter. Et en plus de ça, c'est relativement simple à implémenter, à condition d'avoir un call API GET qui retourne des valeurs simples et des champs simples. Bien évidemment, comme c'est le premier provider que j'ai créé, j'ai vraiment cherché le endpoint le plus simple possible que je trouvais dans l'API. Ensuite, bah, là, on arrive aux choses un peu plus sérieuses, et un peu plus ce qui nous intéresse, les ressources. Alors, les ressources, du coup, cette fois-ci, on a un schéma. Alors, j'ai un peu trunqué les codes pour que ça rentre dans les slides et que ça soit un peu intéressant. Mais cette fois-ci, ce qu'il faut voir, c'est que la data source avait besoin de 3 fonctions de base. La ressource en a besoin de plus, hein. On retrouve les mêmes, hein, métadata et schéma, qui ont exactement les mêmes fonctions. Attention cependant, le schéma n'est pas décrit de la même manière que le data source. Pareil, ça c'est pas clairement écrit dans la documentation, faut un peu le checker, c'est peut-être une petite ligne au milieu que j'ai pas lue. Au début, j'ai copié-collé les schémas parce que, bah, c'était pratique. Le data source, la ressource que je voulais créer, bah, c'était à peu près le même schéma, donc je me dis: «Super, je vais utiliser le même schéma». Bah, non, on peut pas parce que les objets schémas ne sont pas identiques. Voilà, ça fait écrire du code en plus. Et après, on a 4 fonctions minimum qui sont assez évidentes, puisque je vous dis, une ressource, c'est une création d'infrastructure derrière. Donc bon, forcément, il faut le create, il faut le read, obligatoirement aussi. Il faut un update, probablement vous allez à un moment updater votre ressource et si vous avez de l'update, vous avez aussi du delete, heu, pour supprimer la ressource. Si vous supprimez votre code Terraform, enfin la ressource dans le code Terraform, lorsque vous voulez l'appliquer, il faut que ça soit aussi supprimé, dans le cloud ou dans le SaaS que vous utilisez. Donc cette fois-ci, il y a un peu plus de fonctions à implémenter, donc d'où le fait que ce soit après avoir fait les data sources. Il existe d'autres fonctions pareilles qui sont cachées. On retrouve le configure qui a le même usage, l'import state qui est une fonction, voilà, si vous faites du Terraform, vous avez probablement fait à un moment des Terraform import, donc qui permettent en fait de dire, bah, la ressource, ne la crée pas, en fait, elle existe déjà, mais récupère-la juste toi dans ton contexte et dans ton state. Bah, ça, c'est une fonction à coder. Et le validate config, peut-être les data l'ont aussi, j'ai pas checké, qui permet de faire des validations d'input en amont ou de choses comme ça. Ça. Il y en a peut-être d'autres, hein. Ce que je donne n'est pas exhaustif, je pense. C'est vraiment ce dont moi j'ai eu besoin pour implémenter le provider. La fonction create, elle est trunkée en 2 slides, parce qu'elle est beaucoup plus longue cette fois-ci lorsqu'on crée une ressource, parce que cette fois-ci, on va récupérer ce que l'on passe dans la définition de la ressource en Terraform. On va devoir récupérer les différents attributs, derrière pour faire un call API. Ouais, c'est en général, voilà, comme je vous montrais au début, lorsqu'on veut créer un projet, bah, il va falloir le récupérer le project name. Donc en Terraform, on va écrire project name égale Toto et derrière, moi, dans le provider, on va récupérer ce project name et on va faire un call API à, par exemple, Google pour dire: «Crée-moi un projet qui a ce nom-là». Voilà. En fait, il y a forcément une étape en début de create qui est, bah, de la définition du payload que l'on va envoyer à l'API. Ça, c'est pareil, tout dépend de l'API. Heu, on se retrouve dans le même problème que depuis le début. Le client Go, il prend, des objets, de type Go standard. Mais Terraform m'envoie des valeurs en Terraform, en type Terraform. En pareil, phase de conversion entre les 2 chaque fois pour passer, de l'un à l'autre. Rajoute du code, pas forcément ultra intuitif. Et ensuite, bah, c'est un peu la même chose que le read, derrière, hein. Donc en fait, on va faire un call API avec le payload. On va L'API va nous retourner un résultat. On va remapper le résultat avec, l'objet que l'on souhaite et on va sauvegarder ça dans le state. On se rechope de nouveau des conversions de type, comme d'habitude et comme à chaque fois.
Donc la fonction create elle est assez simple, hein, et assez logique. C'est récupère, si je schématise un peu, c'est récupère ce que j'ai défini dans le code Terraform, fais un call API avec ces attributs-là, récupère-les, map-le dans le modèle de la ressource et sauvegarde dans le state. Voilà. Très classique. Et en fait, bah, c'est globalement la même chose. En read, bah, là, c'est de nouveau la même chose, sauf que cette fois-ci, le read, il a une petite spécificité par rapport à ce qu'on aurait pu voir dans le read de la data source. On aurait pu avoir la même chose, hein, mais là, cette fois-ci, on va pas read toute. On va pas avoir un get all data source. Là, en général, comme on travaille sur un get all je sais pas, des projets. On va dire get uniquement ce projet-là. Donc en fait, il y a un call API un petit peu différent. Là, on va utiliser une valeur qui est déjà définie, etc., comme l'ID ou le name. Ça dépendra des calls API. Puis après, c'est toujours pareil, on remap les résultats de l'API, on sauvegarde en Terraform. Et enfin, je ne les ai pas tous faits, hein, mais le import est à coder. Alors, le import, il est à coder, oui et non. Si vous voulez faire, si l'import est facile, que vous avez les call API qui sont bien faits, pour en fait faire une sorte de pass-through derrière qui va reappeler la méthode read, plus ou moins la méthode read, pour récupérer les infos et mettre directement dans le state. Voilà. Donc ça dépend de comment sont vos API, mais vous pouvez avoir une fonction d'import qui est beaucoup plus complexe. Alors, le delete, c'est le plus simple à écrire. C'est juste un call API pour delete avec les attributs qu'il faut. Et on n'a même pas de mapping, il n'y a plus rien à faire, puisque comme forcément on va delete dans le state, il n'y a rien à faire. Voilà. Le delete, ça s'écrit en 2 minutes 30 top chrono. Ça se copie-colle parfaitement. Facile. Vraiment le meilleur à écrire. Toujours plus simple de delete que de créer. Et comme je vous disais, par moment, il y a la réalité qui nous rattrape lorsque l'on crée son provider. Le provider HashiCups, il est bien, il est probablement très utile pour apprendre, mais la réalité du terrain. Donc ça, je vous ai mis un exemple de l'API sur lequel j'ai dû me pencher pour développer le provider. C'est dommage, hein, c'est celle dont j'avais besoin, bien évidemment. Et il y a un petit truc un peu sympa, c'est vraiment, je vois, il y a un des attributs de l'API qui prend un one-off et qui prend pléthore d'attributs possibles. J'ai tronqué, on voit que deux, on voit Airflow params et Athena params. Il y en a, je crois, une quinzaine, hein, de mémoire. Donc, j'ai un truc qui est un peu dynamique au milieu. Voilà, c'est cool. Je ne sais pas lequel va être utilisé. Enfin, je sais lequel, mais voilà, ça peut changer. J'ai en plus des nested à l'intérieur d'attributs qui sont répétés. Bon, j'étais pas trop content quand j'ai vu ça. Parce que derrière, ben, il va falloir définir le schéma de tout ça, il va falloir définir plein de trucs, et je sentais que ça allait pas bien se passer. Et j'ai eu raison. Voilà, donc pourquoi? Parce que vu que là, j'ai une possibilité de champ qui d'objets que je peux passer à l'API, mais qui en plus n'ont pas les mêmes noms et n'ont pas la même forme, bah, du coup, j'ai dû mettre à plat les attributs. Donc, ce que l'on voyait précédemment, Airflow params, Athena params, qui étaient en dessous de params. En Terraform, il y avait BigQuery aussi, mais voilà, c'est devenu BigQuery, DBT, Snowflake, Airflow params, etc. Donc j'ai dû remonter d'un cran et avoir les attributs directement à plat, et non plus en nested comme je les avais, avec des fonctions dynamiques. Et, et si vous voyez ça derrière, bah, faut se dire que dans le point de vue schéma, c'est devenu une calamité, parce que du coup, j'ai tous mes schémas à plat, dans lequel j'ai dû redéfinir chaque fois chacun des attributs possibles de ce schéma-là. Le fameux time zone qui est répété dans chacun de ces attributs-là, bah, je dois le redéfinir à chaque fois, alors que c'est exactement le même. Donc, en fait, on arrive à un moment où on écrit, on fait beaucoup de copier-coller. J'en ai fait que 3 parce que c'était les 3 dont on avait besoin pour le provider, sur les 15 que l'API propose, parce que c'est ultra répétitif, ultra long et complexe. Il faut créer les structures nested structure, enfin, il faut créer une structure qui appelle une autre structure. Il faut tout mettre à plat et tout. C'est vraiment long à écrire le schéma et la structure. Et en plus de ça, alors là, pareil, comme je vous disais, hein, je ne suis pas forcément développeur Go, mais ça se traduit par des if et des else if partout dans le code. Parce que cette manière dynamique
n'est pas très bien géré d'un point de vue Terraform et bah, on doit gérer chacun individuellement. Comme je vous disais, chaque fois, il faut faire des conversions de type, il faut appeler une API, il faut faire des choses comme ça. C'est vraiment complexe, ça a vraiment rajouté énormément de lignes de code dont je me serais vraiment bien passé. Hem, Pareil, je vous le dis, peut-être il y a une méthode plus simple. Peut-être qu'on peut faire des choses dynamiques et franchement, si quelqu'un connaît la réponse, dites-le moi. Ça m'arrangerait pour faire les 13 autres qui m'attendent derrière ou les 12 autres qui m'attendent, mais voilà, c'était vraiment pas, c'était un peu, ouais, j'ai pas apprécié, j'ai pas passé un bon moment quand j'ai dû en faire plusieurs. Hem, Derrière, pour ceux qui là, on rentre un peu pour ceux qui connaissent un peu plus Terraform. Dans Terraform, il existe une notion de replace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous créez une ressource, par exemple un bucket dans GCS, et que vous modifiez le nom d'un bucket, mais en fait, vous ne pouvez pas modifier le nom d'un bucket dans GCS. Vous devez delete le bucket et recréer le bucket. Et cette mécanique-là, en fait, elle est extrêmement simple à implémenter en Terraform, parce qu'elle elle s'implémente au niveau du provider, elle s'implémente au niveau du schéma, en disant, par exemple, pour le champ name qu'on voit ici encadré au milieu, heu, attention, si dans le plan, tu détectes un changement, en fait, tu vas pas faire un update, mais tu vas faire un replace. Donc c'est juste une ligne, hein, 2 lignes de Go à écrire en disant: «Voilà, fais attention, ce champ-là, s'il est modifié à un moment, c'est pas juste une update, c'est un recrypt». Heu, Pareil, il y a des attributs, j'en ai pas trop parlé, mais certains, quand vous créez certaines ressources, vous ne connaissez pas à l'avance l'ID. Enfin, vous connaissez rarement l'ID à l'avance. Donc en général, vous créez la ressource et l'API, elle vous répond l'ID avec les informations, en complément. Donc en fait, vous devez définir dans le schéma qu'il y a un ID, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir le mapper, vous n'allez pas pouvoir le sauvegarder dans votre, state, vous n'allez pas faire ça et vous dites juste, l'ordre barré de la définition de schéma. En fait, je le saurai jamais, ça sera, le state, donc ça veut dire que ce sera après création que tu pourras connaître la valeur. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et pareil, les default values peuvent se définir directement là. Alors, default values, c'est documenté extrêmement bizarrement. J'ai fait une implémentation, il y a plusieurs manières de l'implémenter, je n'ai pas tout bien compris dans la documentation. Bon, j'avais vraiment que des object values très simples pour les time zones ici, mais c'était pas non plus extrêmement simple et peut-être, j'aurais pu le gérer différemment. Ensuite, une fois qu'on a créé les datas et les ressources, alors dans l'exemple, on en fait un de chaque, mais sachez qu'une fois qu'on en a fait un, en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est relativement simple parce qu'on reprend souvent les mêmes fonctionnalités. On commence à connaître l'API, et cetera. Donc même si l'API a plein d'endpoints ou plein d'attributs d'objets qu'on souhaite créer ou lire, il y a une sorte de répétitivité qui s'implémente au bout d'un moment, qui s'installe au bout d'un moment, qui fait que le premier est super long à développer et le quatrième, il est beaucoup plus rapide. Voilà. Et c'est pas juste parce qu'on a appris entre les deux, c'est qu'il y a vraiment une bonne partie du code qui peut être repris, où il y a des objets qui peuvent être repris tels quels. Et ensuite, bah, il faut écrire la doc. Et pourquoi il faut écrire la doc? Bah, parce que on ne peut pas publier dans le Terraform Registry sans doc. Donc, bon, on est obligé de passer par l'étape de doc. Mais, pardon, la doc se fait très bien, puisque la doc se fait au travers d'attributs, enfin de champs que l'on met directement dans le schéma. On dit voilà, ce schéma-là, cet objet-là, cet attribut-là, il veut dire ça, une description. Cette ressource, voilà la description de la ressource. Et si vous voyez la doc Terraform, vous voyez souvent des exemples. En fait, des exemples, bah, dans le repo qu'on a utilisé en template, il y a un folder exemple dans lequel en fait on a juste à définir les terraforms d'exemple, les imports.sh pour etc. Et derrière, en fait, il y a un outil qui est fourni directement par Terraform qui récupère un peu toutes ces informations-là et qui génère tous les markdowns nécessaires pour générer la doc. Donc c'est probablement le process d'écriture de doc le plus simple que j'ai vu. Et c'était un plaisir en fait d'écrire cette doc-là, puisqu'en fait, on met des descriptions aux attributs, ce qui est normal. Euh, Juste pour nous, déjà, c'est utile. On met deux, trois exemples qui en plus peuvent nous être utiles pour tester. J'utilisais par exemple les exemples pour tester que les ressources que je développais étaient bien écrites. Et après, une petite commande et on a la doc en Markdown qui est générée derrière. Donc vraiment super cool. Une fois qu'on a tout ça, on va publier. Alors, pas forcément de slide ou de démo.
sachez que le process de publication dans le Terraform Registry est extrêmement smooth et extrêmement facile. Alors, probablement très simple si on utilise GitHub, déjà parce qu'il y a les GitHub Actions qui sont fournis, et que franchement, ça se fait très simple. Il suffit juste de se connecter sur le registry Terraform avec son compte GitHub, sélectionner le repository dans lequel il y a le code qui est généré, et après, juste à créer un tag dans le repository GitHub, ça lance de la CI. Une fois que la CI est terminée, c'est publié dans le registry. Vraiment, c'est très 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 simple et c'est très rapide pour publier dans le registry. Je finis. Quelques petits feedbacks rapides. Le point le plus important, c'est essayez pas de gérer les erreurs en Go ou en Terraform. Utilisez les retours API directement. Si l'API elle est bien codée, qu'elle vous retourne des erreurs avec des messages d'erreurs clairs, récupérez ça, sortez ça en output du provider. Ça réduit considérablement le code. C'est plus simple à débloguer, c'est plus simple en termes d'expérience développeur. Vraiment, très bien. Éviter tous les any off. Alors ça, c'est plus moi qui ai vraiment perdu du temps et qui ai vraiment galéré. Voilà, moi, j'avais pas la possibilité de modifier l'API, mais si un jour vous devez créer un provider Terraform et que vous avez aussi la main sur l'API, évitez ce genre de choses-là. Ça pourrait peut-être vous faire gagner du temps sur l'un ou l'autre. N'essayez pas de mapper forcément tous les champs de l'API dans Terraform. Alors ça, c'est un truc que j'ai un peu appris à mes dépens. Il y a des champs d'API, enfin des champs qui sont retournés par l'API qui n'ont pas de sens d'être affichés en Terraform, parce que sinon, chaque fois que vous allez lancer un plan, par exemple, il y avait un champ dans l'API qui est un last status run, donc le dernier statut du run en question. Ça, en fait, chaque fois qu'on relançait le plan, forcément, il changeait, puisque il y a eu un run de l'autre côté, donc pas forcément nécessaire. Voilà, essayez pas forcément de faire un mapping one-one. Peut être utile dans certains cas, mais peut-être pas dans tous. Le Terraform, tout ce qui est typing et les schémas dans Terraform, ça a été vraiment le plus difficile. Dans tout le process de création du provider, vraiment, je pense qu'il y a 50% de mon temps qui est perdu à cause des types ou des définitions de schéma. C'est vraiment, vraiment difficile. Alors, si vous avez suivi peut-être si vous êtes vraiment à fond sur les releases côté Terraform ou sur les blog posts côté Terraform, vous allez dire, mais il y a un truc qui a été publié il n'y a pas longtemps par Terraform qui est un code génération. On lui donne un contrat d'interface OpenAPI et ça génère les templates, le boilerplate un peu de code pour Terraform. C'est vrai, c'est possible. J'ai essayé de l'utiliser. Petit problème, ça ne supporte pas les any off. Donc, pour revenir au point 2, comme je disais, ça ne supporte pas les any off pour la simple et bonne raison qu'il faut mettre à plat les attributs, etc. Et que ce n'est pas quelque chose qui est à date supporté par le code génération. Mais si vous avez une API extrêmement simple, qu'il n'y a pas des particularités de fou dans l'API, je pense que ça vaut le coup parce que ça génère les structures, ça génère les schémas, ça génère le code de base. Et après, vous avez un autre outil pour générer le client Go. Et à la fin, vous écrivez juste les méthodes create, read, update, delete qui vont bien. Et le dernier, c'est plutôt un conseil. J'ai appris énormément sur le fonctionnement de Terraform, sur vraiment comment fonctionne l'intérieur de Terraform et tous les problèmes que j'ai pu rencontrer dans Terraform, je les ai vraiment, vraiment compris en développant le provider Terraform. Parce que je me suis rendu compte de plein de choses, de quelle fonction était appelée avant quelle autre, de pourquoi les validations, des fois, c'était plus compliqué que ça en avait l'air, etc. Franchement, c'était super sympa. C'était parfois un peu difficile, mais vraiment bien. Et vraiment, je vous encourage, même si vous avez juste une toute petite API simple, vous pouvez développer une petite API simple avec 2 endpoints, enfin 4, un post, un get, un delete et un update. Allez-y, essayez d'en faire un Terraform Provider. C'est vraiment, un bon voyage. Alors, sur certains aspects, moins, mais ça permet de bien bidouiller, bien comprendre ce qui se passe dans Terraform. Donc c'est ça. Juste pour vous donner une idée, j'ai développé le provider Terraform dont on parle, donc il a 2 ressources et 2 data sources. Donc 4 choses qui sont utilisées from scratch de zéro. Ça m'a pris un peu moins d'une semaine full time. C'est entre Noël et le jour de l'an. Les 4 jours entre Noël et le jour de l'an sont partis dans la création de ce provider Terraform. Donc ça n'a pas été extrêmement long et vraiment je partais d'un niveau zéro puisque je ne connaissais même pas le langage de base. Voilà. On est à peu près bon dans les temps.
et ça tombe bien, j'ai fini la présentation. Donc on peut, si vous le souhaitez ou si vous avez des questions ou si vous êtes tous endormis, n'hésitez pas à me poser des questions ou quoi que ce soit. Très, très bien. Merci, Benjamin. C'est très intéressant. En fait, ça me plaisait, en fait, l'exemple avec HACOPS. Et après, on est passé à la vraie vie. Là, ça commence à être compliqué. Genre, voilà, la première partie, ça m'a donné la patate. Je me disais, OK, je me lance. Et après, quand je regardais la suite, Ouais, oui, oui, en fait, je suis tombé un peu dans la même chose, dans le même cas. Et là, vraiment, la difficulté qu'il y avait dans le cas présent, c'est que je n'avais vraiment pas du tout la main sur l'API. Et même pire que ça, c'est que j'ai dû rétro-ingénierer les typologies d'attributs que l'on devait passer à l'API parce que c'était pas documenté. En plus, c'est une API un peu cachée. Enfin, je vous passe des détails un peu, on va dire, contractuels, mais c'est pas simple. Et en plus, c'était entre joueurs et jour de l'an, donc même de leur côté, du côté du ah développeur, ouais, on n'a pas de contact. C'est vraiment ce qui vraiment me fait perdre énormément de temps et qui complexifie un peu la chose. ah ouais. Moi, par exemple, sur la génération des providers d'une façon automatique, en fait, il y a Amazon qui font un provider qui s'appelle AWS, je pense, CC. En fait, c'est un provider qui est généré automatiquement. Euh, je sais pas, je pense qu'ils ont en fait une sorte d'un générateur d'API en fait automatique et du coup en fait un truc qui se base sur ça, sur la description, qui génère en fait le provider avec toute la description. En fait, ça marche, c'est pas mal. Le problème, c'est que j'allais dire en fait, moi je l'ai testé en tout cas il y a 2 ans. Euh, la complexité en fait qu'on peut utiliser, par exemple dans Terraform, elle perd son sens. Par exemple, tout ce qui est boucle, par exemple, qu'on boucle par exemple les dynamic sources, etc. Avec ce provider, en fait, tu as genre juste une map. Parfois, en fait, tu as beaucoup de nested blocks parce que voilà, c'est lié à la nature de l'API. Et du coup, en fait, si tu veux, par exemple, switcher sur ça, c'est vraiment, ça change tout, hein. Par exemple, là, pour faire juste un module, pour simplifier la vie aux développeurs, c'est juste compliqué. Quand on rentre avec les nested blocks, vraiment, c'est compliqué. Moi, juste une première question, Benjamin, c'est plus, en fait, pour les ressources qu'on crée, par exemple, qui prennent du temps, comment, en fait, on implémente la partie weights. Par exemple, je crée une VM. Forcément, en fait, tu as l'API qui répond avec OK, tu as l'ID de la VM. Par contre, tu dois contrôler aussi le state derrière. Moi, à Alors, l'époque, j'ai du Python, en fait, avec une boucle for. Et après, voilà, je ping l'API jusqu'à avoir l'état désiré. Je veux ouais, dire, alors, c'est probablement ce que j'aurais fait, mais je ne sais pas. Peut-être que côté Terraform, il y a une méthode qui permet de faire ça directement dans les fonctions que l'on peut créer. Honnêtement, bonne question, je n'ai pas la réponse. En fait, J'ai pas eu le en cas. fait, quand tu crées une ressource, c'est automatique, c'est implémenté, c'est vraiment, tu le vois pas. En fait, il fait un call API et c'est lui qui va check. C'est pour ça que dans la ressource, il y a à la fois le create et le read. C'est parce que derrière, il utilise le read pour surveiller la création de la ressource. d'accord. Donc, Du coup, c'est automatique. OK. Parce que moi, je me rappelle, en fait, à l'époque, c'était du Python. En fait, c'est une boucle qui fait du wait. C'est-à-dire, en fait, tu appelles l'API, tu regardes, tu compares l'état de la ressource, tu attends un petit peu, bah, tu relances, tu attends un petit peu jusqu'à avoir, en fait, l'état désiré ou bien erreur. Et du coup, là, tu fais un return. Ah, ouais. Honnêtement, voir comment implémenter exactement ça. J'ai pas eu, moi, c'était vraiment d'école, j'avais la réponse instantanément et j'avais pas besoin d'attendre des créations. OK. Malheureusement, si tu regardes le provider Google, par exemple, le code généré, parce que c'est pareil, c'est un code généré, en fait, c'est pas du tout implémenté de la même façon faite par Benjamin. C'est une ancienne façon de faire. Mais en fait, tu peux avoir une idée. Tu prends l'exemple Compute et tu vois en fait que comment ils ont fait ça. C'est pas du tout les mêmes schémas. C'est une autre galère en fait. En fait, tu as le choix entre une première façon de faire qui est l'ancienne, mais où il y a plein de providers. Il y a plein d'exemples, mais pareil, aussi pourri avec la documentation. La nouvelle façon de faire où il y a très peu d'exemples et pareil, pas documenté. Donc, toujours galère. Ouais, lire des providers Terraform est globalement l'une des meilleures de documentation qu'on puisse faire au problème que tu dis, Nabil, hein, il y a des vieux providers sur l'ancien plugin Terraform et les nouveaux sont plutôt rares. Et en plus, c'est difficile à savoir à l'avance quelle est l'implémentation de l'un ou de l'autre. Yes. C'est parfait. Euh,
La file d'attente. Oui, vas-y, Ashraf, en fait, si tu as envie de poser les questions. Ouais, déjà merci pour la présentation. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. J'ai des écouteurs de AliExpress à 5 balles, donc voilà. Donc bravo déjà pour la présentation. Je voulais savoir en fait, est-ce que ça marche aussi avec OpenTofu ou pas? Bonne Euh, question. Je voulais le tester et j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est une question que enfin, c'est un truc que je me suis gardé dans le coin de la tête, voir si l'implémentation OpenTofu allait être facile. Alors je pense que pour l'instant c'est toujours le cas, parce que OpenTofu est un fork d'une version récente de Terraform. Je suis pas sûr que dans le temps ça soit toujours le cas. ah bah ça c'est sûr, oui, les deux projets vont diverger à Ouais. partir de peut-être la version 1.7 là, qui vient de sortir. Oui, oui, mais c'est bon à savoir de toute façon. Ouais. Faut se En fait, décider. ce que j'ai pas checké, ce qu'il faudrait que je check, c'est comment. En fait, au tout début, j'ai fait tout le setup local côté Terraform. Je ne sais pas si côté OpenTofu, ça marche de la même manière ou pas encore pour faire le Mhm. setup en local du provider pour tester ce genre de choses-là. Mais j'essaierai de le faire un de ces quatre, en tout cas, ouais, clairement. En tout Super. cas, juste rapidement par rapport à ça, en fait, OpenTofu il est compatible avec tous les providers Terraform, normalement. Donc, si tu Normalement. as un provider fait avec la même façon qu'a fait Benjamin, normalement, même si j'ai pas testé, normalement, il est censé fonctionner. D'accord. Ouais. Jusqu'à ce qu'il commence à vraiment diverger, quoi. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Allez-y, Victor, en fait, si tu veux. Euh, T'as- t'as- T'es en mute, hein, par contre, t'as clapé des mains, mais je l'ai pas entendu, j'ai dû le lire. Ouais, Luc, j'ai pas encore pris mon café ce soir, c'est pour ça. Non, c'était cool, bien joué. Du coup, la question, c'est, ça veut dire que on est indirectement dépendant des évolutions de leur contrat d'interface. Exact. Exact. Et ça a été même le plus gros warning que j'ai eu avec eux, que eux m'ont donné derrière. Et c'est pour ça que je parle pas vraiment du provider, pas forcément, pas pour faire de leur pub, mais il y a un gros disclaimer si vous allez sur le provider en question qui est les API utilisées par le provider sont en alpha et ne sont pas en LTS ou quoi que ce soit. Donc eux, ils s'autorisent à faire des breaking chains sur l'API qui font que le provider en question que j'ai développé pourrait ne plus marcher dans un certain temps. Et ils ne prennent pas en compte le support pour l'instant, parce que c'est une startup et qu'ils ont d'autres choses à développer qu'un provider Terraform. Mais oui, tout à fait, si demain ils commencent à breaking change des trucs dans leur API, ou en enlevant le. Si breaking change pour enlever le any off, je dirais rien. Mais oui, effectivement, on est dépendant des API, et ce qui fait aussi que les gros cloud providers ont des gros. Enfin, voilà, il y a souvent des providers bêta ou des choses comme ça pour gérer ces API-là en breaking change, ouais, complètement. Mais du coup, c'est, il y a, alors, bon, est-ce qu'il y a pas, comment dirais-je, ils auraient tout intérêt de collaborer à moyen long terme avec Servier pour récupérer le provider, parce que derrière, pour eux, Alors, pour les autres. pour l'info, le provider leur a été fourni en entier. Ok, ok. Voilà, ça a été cadeau de la maison. Je leur ai donné les clés. Il est dans leur repo chez eux. Voilà, il est même enregistré au nom de la société en elle-même et de ça. Je suis juste maintainer dessus par extension, mais les clés du château leur ont été données. Parce que derrière, indirectement, pour eux, c'est top parce que ça leur permettra de simplifier le onboarding de leurs clients avec de l'IAC plutôt qu'avec des trucs bricolés Yes. out of the box, quoi. En fait, eux, leur problématique, c'est la stabilisation des endpoints API qu'ils doivent faire pour pouvoir vraiment assumer le fait qu'il y a un provider Terraform officiel, etc., etc. Il est, mais il est écrit en non officiel, non maintenu, à tes risques et périls. Voilà. Très clair. Parfait. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Tu veux faire un provider Terraform pour Centrion? Next. Non, non, c'est cool. Super, super intéressant. Euh,
Bah, super, merci beaucoup Benjamin. En fait, si on n'a pas d'autres questions, peut-être on peut te lâcher en fait pour rentrer chez toi. Ouais, de toute façon, je vais me faire virer des bureaux, les bureaux ont fermé là. Donc je vais me faire virer à tous les Donc, voilà. Il fait tout noir dans l'open space. Là, vraiment, j'ai vraiment peur. Il n'y a que la bulle qui est éclairée. Tout l'open space est noir. Bon courage. En tout cas, vraiment merci Benjamin, c'est très très Merci beaucoup intéressant. pour ton temps. Et, Merci. et pour les gens qui sont présents, on se voit la prochaine fois, en fait, au prochain rendez-vous, dans un mois. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci merci beaucoup. Bonne soirée. bonne soirée tout le monde. Benjamin, merci Ayman. Merci, bonne soirée. Bien joué. Salut. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.